On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du centre d'équitation La Ferme Fantasia, situé dans le secteur Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, elle a une voix d'or, elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a déjà participé à La Voix. Et puis là, coucou, on l'a vue à The Voice en France, elle est encore à Paris, on la rejoint là-bas, Valérie Dore. Depuis les derniers jours, il y a un véritable buzz actuellement dans les médias sociaux qui concerne une Johannaise, Valérie Dore, qu'on connaît bien, nous, ici, pour avoir participé il y a quelques années à La Voix, mais aussi dans d'autres projets. Et puis là, quelle fut pas la surprise de la voir apparaître à l'émission française, la version française qu'on appelle The Voice, avec une version revisitée en plus d'I Will Survive. Donc, on la rejoint directement de Paris. Valérie, bonjour ou bonsoir. Bonsoir! Alors, petite cachotière, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que tu es en France. Évidemment, les épisodes qu'on a vus de Voice dans les derniers jours ont été enregistrés avant les fêtes. Mais bref, donc, de quelle façon as-tu été approchée ou de quelle façon tu t'es toi-même inscrite à The Voice en France? Bien, en fait, j'ai eu la chance que dans ce genre d'émission-là, il y a toujours des chercheurs de talent. Et j'ai été approchée plusieurs fois auparavant pour faire The Voice en France, mais j'avais jamais vraiment osé. J'étais pas prête psychologiquement, je pense. Et donc, ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire la comédie musicale, Bodyguard là-bas. Et puis, encore une fois, un de ces fameux chercheurs de talent-là m'a repéré et il m'a demandé si ça me tentait d'aller essayer l'audition pour voir finalement si j'avais le potentiel pour aller tenter de chanter devant les juges. Et cette fois-ci, je me suis dit, je suis déjà là, ça va me coûter moins cher d'avion, fait que pourquoi pas. Pourquoi avoir choisi I Will Survive? Et deuxième question, pourquoi avoir choisi de faire une version qui, même au début, est un peu jazzy et un peu plus loin dans la prestation, on est même à la limite un peu dans un rap. Pourquoi avoir choisi cette chanson et cette version? I Will Survive, c'est la trame sonore de ma vie. C'est la fameuse question, là, si tu avais une seule chanson à chanter pour le reste de tes jours, ça serait laquelle? Ça serait I Will Survive. Les paroles sont complètement en résonance avec l'histoire de ma vie, la tonalité, l'intensité de cette chanson-là. Et vraiment, là, cette chanson-là, on a à peine fait la première note de piano, tout le monde la reconnaît, tout le monde se met à danser. Il y a vraiment quelque chose de... vraiment qui nous prend par le cœur dans I Will Survive puis qui nous donne la force de surmonter n'importe quoi. Et j'ai décidé vraiment de me l'approprier et vraiment de la livrer dans un style qui me ressemble plus parce qu'évidemment, j'ai eu la chance dans ma vie de faire tellement de choses et souvent, quand on fait beaucoup de choses, on finit par se perdre dans tout ça. Et le fait justement de voyager à Paris, de m'être retrouvée en fait seule là-bas, voilà, je me suis comme retrouvée un peu avec moi-même puis enfin, je me suis trouvée. Et j'ai eu envie d'assumer l'artiste que je suis. En fait, j'ai l'impression que I Will Survive, ça ressemble un peu aussi au mash-up que j'avais fait déjà de Feeling Good. Et donc, vraiment, c'est ça. C'est cette vieille âme-là, cette vieille voix-là que j'ai enfin envie d'assumer. Et évidemment, toutes mes influences musicales, dont je t'ai déjà parlé, bien évidemment, de la musique beaucoup plus urbaine. Et vraiment, j'ai eu envie de m'assumer, de faire ce mélange-là qui est vraiment, je pense, une belle présentation pour ce que j'ai en tête pour mes projets futurs. Bon, et dans le fond, c'est une version qui a été arrangée ou demandée par toi-même ou c'est quelque chose que tu avais déjà entendu? Ah, c'est quelque chose que je me suis amusée à créer. Ah, oui. Comme ça, comme d'habitude, c'est ça, évidemment, moi, je suis mélomane, j'ai étudié en musique. Écoute, je vais pas me proclamer DJ, mais oui, j'ai des tables tourmantes et je fais des shows aussi. Et donc, vraiment, j'adore la musique. Et je pense que c'est un peu ma signature là, de mélanger les genres, mais je fais pas exprès. Je suis née comme ça, je suis née mélangée. C'est juste que là, maintenant, je l'assume. Puis je suis vraiment très heureuse que les gens soient très réceptifs finalement à ces idées de folie. Là. Les 4 juges se sont tournés, mais tu as fait le choix de Julien Clerc. Pourquoi? Parce que Julien Clerc, c'est un artiste que j'admire. C'est un artiste vraiment qui a eu une grande carrière et je ne sais pas si encore aujourd'hui on va avoir la chance de côtoyer des artistes comme ça, comme Madonna, vraiment qui traversent le temps.
Une autre chose aussi qui m'impressionne de Julien Clerc, c'est que lui, il a commencé vraiment à cette époque-là où les artistes avaient la liberté de dire ce qu'ils avaient envie de dire et souvent même de dénoncer finalement ce qui allait pas. Et donc, vraiment, cet artiste-là a toujours été respecté vraiment pour son authenticité. Et voilà, j'ai juste eu envie vraiment d'avoir une discussion avec lui et je me suis dit que c'est la personne la mieux placée pour me donner des conseils. Bon. La dernière fois qu'on s'est vu, où tu es venu sur le plateau, on faisait un peu le bilan de ta participation à l'émission La Voix au Québec. Ça en est suivi une période où tu as beaucoup travaillé, même à la limite, parfois un peu d'épuisement. Après ça, tu as fait le choix de dire, ben moi, je vais chanter ce qui me tente. Les gens aimeront ou n'aimeront pas ça, peu importe. Et puis là, pouf, on te voit atterrir en France. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé beaucoup de choses. Écoute, oui, voilà, j'ai eu la chance vraiment de travailler beaucoup, comme je disais un peu, c'est qu'à force de faire un peu tout, on finit par se perdre un peu dans ça. Et quand j'ai eu cet appel-là, finalement, pour aller faire bodyguard en France, j'ai ressenti comme quoi c'était peut-être le temps pour moi d'oser et puis et vraiment je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment une belle surprise de la vie. Et quand j'ai fait ce spectacle-là, j'ai grandi énormément, j'ai appris énormément, c'est la première fois que j'assumais un gros rôle comme ça. Mais encore une fois, j'ai compris que c'était pas nécessairement je n'avais jamais rêvé d'être Whitney Houston. Ça a été un honneur pour moi de défendre ce rôle et je l'ai défendu jusqu'à l'extinction vocale. Mais je me suis surtout retrouvée dans ça. Et oui, suite à ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de respecter cette promesse-là que je m'étais faite à moi-même, d'enfin m'écouter et d'oser tenter faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Bon, donc dans le cas de Bodyguard, le musical, ça a duré plusieurs mois. Là, c'est maintenant terminé, mais c'était quand même beaucoup de représentation. Oui, c'est ça, ça a été beaucoup de représentation. Vous pouvez imaginer aussi qu'un rôle comme ça, c'est pas rien. C'est quand même, on m'a demandé d'interpréter Whitney Houston, donc c'était extrêmement exigeant, extrêmement d'entraînement, extrêmement de discipline. Ça a vraiment été, j'étais un moine pendant toute cette période. Et je suis très reconnaissante, en fait, de l'avoir fait parce que ça m'a fait grandir énormément, autant au niveau personnel que professionnel. Et oui, ça a été vraiment j'en retire vraiment énormément de positifs, là. Bon. Là aussi, plus près de chez nous, tu es finaliste au Gala Dynastie, qui est en fait un événement pour célébrer l'excellence Black au Québec, 3e édition. Donc, ça t'a été présenté comment, ça, cette participation au Gala Dynastie? Encore une fois, cette nomination-là, c'est tombé un peu du ciel, là, justement, grâce à Bodyguard et à tous les efforts, en fait, que j'ai maintenus au cours des années. Et vraiment, d'avoir cette reconnaissance-là, c'est vraiment une surprise. Et je suis encore une fois vraiment reconnaissante qu'ils aient pensé à moi pour ça. Vraiment. Bon. Là, évidemment, depuis ta participation aux enregistrements de The Voice, là, tu fais quoi de tes journées durant ce temps-là à Paris? Est-ce que tu as d'autres engagements en ce moment ou tu attends la finalité de ce qui va arriver avec les prochains épisodes de l'émission? Bref, qu'est-ce que tu fais à Paris, là, en ce moment, dans ces semaines-ci? C'est exactement ça. En fait, c'est ça, évidemment, des pourparlers, des choses comme ça. Mais comme j'ai dit au tout début, vraiment, je suis rendue à un stade de ma vie où est-ce que j'ai eu la chance de tout faire finalement. Et c'est comme si dans ma vie, j'avais toujours fait le plan B. Si jamais ça marche pas, je vais enseigner. Si jamais ça marche pas, je vais faire de la comédie musicale. Si jamais ça marche pas, je vais être choriste. Si jamais ça marche pas, j'ai toujours comme fait mon plan B, mais jamais j'ai osé vraiment écouter mon cœur et dire ce que j'avais envie de dire et vraiment composer ce que j'avais envie de composer. Et on dirait que c'est à force de toutes ces expériences-là, finalement, je pense que j'ai grandi à travers ça. Et maintenant, je me sens prête à assumer ça et à vraiment me dévouer à ça. Et c'est ce que je fais à Paris. Paris, c'est une ville extrêmement inspirante. Donc, je travaille très fort là-dessus. Je compose des chansons, j'écris énormément. Et voilà, je travaille sur mon art dans l'espoir de vous donner le meilleur de moi-même. Bon.
même si au niveau professionnel, évidemment, c'est très, très, très effervescent ce que tu vis en ce moment, et depuis quand même un certain nombre de temps. Bon, quand on fait un contrat, quelques semaines, on revient, c'est une chose, mais là, tu es quand même à Paris depuis un bon petit bout. Sur le plan personnel, est-ce qu'il y a le mal du pays? Est-ce que parfois, même si Paris est bien intéressante, on s'ennuie un peu de la maison? Écoute, tu peux enlever un peu de la phrase. On s'ennuie énormément de la maison. Et vraiment, en fait, c'est qu'à Paris, on a l'occasion de faire face à une réalité qui est beaucoup plus dure qu'au Québec. Tu sais, disons qu'à Paris, quand tu croises les gens dans le métro, ils viennent pas de Trois-Rivières. Il y en a qui viennent vraiment de l'Afrique, du Maghreb, de la Syrie, qui ont vécu des réalités qui sont beaucoup plus dures. Donc, ça nous donne une espèce de pouls du monde qui est beaucoup plus réel. Les challenges aussi à Paris sont vraiment différents. Beaucoup d'entre eux sont même beaucoup plus grands. Et donc, écoute, une autre façon de dire que j'ai mangé beaucoup de claques d'en face, mais que ça a l'air que j'en avais vraiment besoin. Parce qu'une fois qu'on vit ces choses-là, qu'on surmonte ces épreuves-là, pardon, bien, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est pour ça même que ça m'amène à cette place-là où je me dis, bon, ben maintenant, Valérie, c'est le temps de dire des choses qui ont un sens pour toi. C'est le temps de raconter ton histoire et d'oser le faire dans une sincérité absolue. Bon. Est-ce que tu penses que la participation à The Voice en France va en quelque part, par ricochet, réactiver un peu ta visibilité ou ta carrière au Québec? Parce que là, vraiment, là, depuis quelques jours, il y a un buzz là, total ici. Là. Écoute, moi, je pense rien. En fait, moi, j'aime chanter, c'est ma passion. J'ai la chance de pouvoir le faire. Et vraiment, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai envie vraiment de me dévouer encore, encore pour ce métier-là. Et en fait, je vais juste laisser la vie décider de mon chemin. Moi, tout ce que je peux faire, c'est me concentrer sur ce que je suis capable de contrôler. Et après, vraiment, si les gens ont envie de me supporter, ben c'est que du bonheur de plus, quoi. Bon, on te revoit quand au Québec? Je ne sais pas encore, mais ça s'en vient parce que je m'ennuie de ma famille, je m'ennuie du Québec. Vraiment, je vous dis, on n'a pas idée à quel point on est privilégié au Québec. Vraiment, en voyageant, on comprend pourquoi le Canada, c'est un des endroits où on vit le mieux au monde. Et donc, ouais, je m'ennuie du Québec. Ça me fait du bien de parler avec toi en ce moment, un vrai Québécois. Alors, j'arrive. Bien, merci beaucoup, Valérie Dard. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite des choses dans les prochains épisodes de The Voice en France. En tout cas, on va être bien curieux de voir la suite, mais visiblement, je pense que ta prestation revisitée de I Will Survive en a charmé plus d'un, et visiblement les coachs aussi là-bas et le public français. Puis ici, bien, au Québec, au Canada et principalement Saint-Jean-sur-Richelieu, on continue bien sûr de t'aimer fort, fort, fort et bien sûr de t'admirer au loin à Paris. Merci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas idée à quel point c'est vraiment d'avoir la reconnaissance des gens de chez nous. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Et vraiment, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait plaisir de revenir sur les plateaux avec toi, Éric. Merci beaucoup du support que vous m'apportez. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des programmes particuliers d'équitation du côté de la ferme Fantasia. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle avec Isabelle Bernard des Lézards. Ça, c'est le soccer pour les tout-petits. Puis en deuxième partie de l'émission, Martin Thibert est là. On va parler de PML football. Ça, c'est pour les plus grands. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Prenons quelques minutes pour en apprendre davantage sur la ferme Fantasia et aussi son programme ou ses programmes un peu uniques. Bref, deux invités pour en parler. D'abord, Julie Roy, qui est propriétaire et entraîneur. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Sandra Villeneuve, qui est psycho-éducatrice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, la ferme Fantasia, c'est un nom qui nous dit quelque chose. Ça existe depuis combien de temps ici, dans la région? En fait, ça fait très longtemps. Le bâtiment a été construit en 1954. Et puis, moi, j'ai acheté de Nicole Duplessis, qui, elle, avait la ferme depuis à peu près 30 ans. Donc, moi, je suis propriétaire avec mon mari, Pierre-Luc Scott, depuis 3 ans maintenant. Bon, pourquoi avoir fait le choix d'acheter la ferme Fantasia? En fait, c'est pour ma profession. Je suis entraîneur de métier. On cherchait aussi un projet commun, moi et mon mari. Donc, on est tombé sur cette ferme-là. En fait, Nicole, je la connaissais aussi bien dans le milieu. Et puis, en sachant qu'elle voulait vendre, eh bien, à ce moment-là, bien, on a décidé de prendre la relève. En fait, on a fait les démarches, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, bien, on est devenu propriétaire. Puis maintenant, on poursuit la vocation de la ferme et, évidemment, d'autres créneaux qu'on est en train d'exploiter actuellement. Et c'est quoi la ferme Fantasia? La ferme Fantasia, c'est un centre équestre. Donc, on offre des cours d'équitation. On organise aussi des concours équestres au niveau régional et provincial depuis plusieurs années. Moi, j'ai juste poursuivi ce créneau-là. Donc, c'est ça. On offre tout ça. On a un terrain de concours et puis, voilà, on a aussi des pensionnaires sur la ferme. Donc, les gens viennent avec leurs chevaux, les mettre en pension chez nous. Donc, on en prend soin et puis, eux viennent les monter. Bon. Et là, pourquoi vous avez créé au fil du temps ou diversifié avec des programmes un peu particuliers ou des programmes qui sont ciblés pour certaines clientèles? Oui. En fait, ce que je me suis rendu compte avec l'expérience au fil du temps, c'est que le cheval est un outil vraiment magique au niveau personnel. On en prend énormément sur nous-mêmes. Ouais. C'est un peu le miroir, le reflet, le miroir de nous-mêmes. Je vois souvent des élèves totalement, soit un groupe d'âge différent ou quoi que ce soit, avec le même cheval, mais le cheval réagit de façon totalement différente. Je vois des jeunes qui progressent au niveau personnel, la confiance en soi, la patience, ça a de nombreuses vertus, l'équitation, puis le contact avec l'animal. Bon, Sandra Villeneuve, donc, qu'est-ce qui vous a amené à la ferme Fantasia? Bien, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Un cheval pour mieux vivre. J'offre depuis maintenant 9 ans des services de développement personnel et de psychoéducation facilités par le cheval. Qu'est-ce qui nous a mis en commun? C'est les militaires. Alors, Julie cherchait à développer des services pour les militaires. On sait qu'aux États-Unis et dans d'autres provinces, il y a des services qui sont reconnus par les compagnies d'assurance pour aider les militaires qui ont un stress post-traumatique à revenir puis à se réadapter à leur vie quotidienne. Alors, il y avait des militaires qui allaient chez Julie et comme moi, j'ai une profession qui peut être reconnue par les assurances et j'avais déjà monté un programme, bien, ça a été facile de mettre ça sur pied. Puis comme la collaboration, elle est facile entre nous, bien, on a un peu poussé la machine en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus? Alors, on offre aussi maintenant un programme d'équitation psychoéducative pour des enfants avec des défis particuliers, c'est-à-dire TDAH, anxiété, peut-être autisme, mais des enfants qui ont des troubles d'opposition. Alors, on va débuter ça là, vraiment sous peu. Là. Tantôt, on parlait du cheval qui est un peu le miroir, on dit, il s'adapte et tout ça. En quoi un cheval qui est en contact avec un jeune autiste ou avec un militaire qui a le syndrome du PTSD peut-il interagir ou intervenir pour qu'on en tire des bienfaits? Oui. En fait, c'est que c'est un animal qui est très sensible. Si on va à la base, le cheval, c'est une proie dans sa nature. Donc, il est très sensible à son environnement, aux émotions qu'on peut vivre. L'agressivité, par exemple, va stresser l'animal. Si aussi on est stressé, on embarque sur son dos, le cheval le ressent. Donc, ça nous permet, en tant que cavalier, de s'apercevoir justement de notre effet
sur l'animal, donc ça se répercute automatiquement sur les autres. Donc, si j'ai un enfant qui est turbulent, qui est agressif, bien, automatiquement, le cheval va refléter cette agressivité-là parce qu'il y a une réaction. Donc, c'est de voir finalement, de faire prendre conscience à cet enfant-là, regarde, le cheval agit de telle façon. Est-ce que tu penses que les autres, si peu importe, les amis ou quoi que ce soit, comment ils vont réagir? Ça risque d'être semblable. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis en même temps, il y a aussi toute la facette il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Un enfant peut carrément avoir peur de l'animal, la grosseur ou quoi que ce soit. Bien, c'est d'aller vraiment stimuler la confiance en soi. Fait que petit à petit, l'amener à avoir des victoires sur certaines choses. Comment on bâtit un programme de psychoéducation avec des militaires retraités qui ont eu un syndrome post-traumatique ou des jeunes qui ont certains défis ou difficultés? Comment on bâtit ça, un programme? Bien, on se base sur les besoins des gens. OK? Fait que d'abord, il faut connaître ces besoins-là. Moi, j'ai 20 ans d'expérience en psychiatrie, ce qui fait que le syndrome de stress post-traumatique, c'était quelque chose avec laquelle j'étais familière. Fait que comment on le bâtit? On se base sur les besoins, on se base sur les interventions qui sont reconnues pour fonctionner. Fait qu'il y a vraiment un volet très professionnel sur lequel moi, je travaille. Puis le cheval, j'ai développé une formation, j'ai développé une pratique pour l'intégrer dans ce programme de psychoéducation-là. Fait que comme Julie disait, le cheval va être le miroir, mais ça peut aussi être quelqu'un avec qui la personne peut être authentique parce que le cheval ne va jamais juger. Les militaires, comme les enfants, ont souvent des problèmes dans leurs relations, ce qui fait que avec le cheval, c'est facile, ils peuvent être eux-mêmes. Puis je peux comparer le travail avec le cheval versus le travail sans le cheval parce que je travaille encore dans le milieu de la santé. Et c'est fantastique comment travailler avec le cheval dépasse les mécanismes de défense. Fait que je ne suis pas confrontée à défaire les mécanismes de défense que je vais voir dans un bureau parce que la personne, si elle n'est pas authentique, le cheval ne va pas s'intéresser à elle. Puis leur but, c'est d'être en relation. Alors, ils sont motivés. C'est une drôle de question, mais c'est quoi la différence entre un cheval et un chien? Parce qu'encore là, souvent, on voit les chiens qui sont appelés dans des résidences pour personnes âgées ou même avec certains enfants qui ont des difficultés. Et là aussi, c'est une forme de zoothérapie qui semble fonctionner, mais en quoi le chien ou le cheval sont différents ou complémentaires dans le genre d'intervention que vous faites? Moi, je ne connais pas ça, là. Bien, je peux répondre parce que j'ai une formation en zoothérapie et j'ai une formation en mieux-être facilitée par le cheval. OK? J'ai fait les deux. OK. La différence... L'interaction est différente? Ah, totalement. Le chien, c'est un prédateur. OK? Fait qu'il y a un mode de relation qui ressemble à nous autres, mais il est aussi très domestiqué. Fait que le chien, il cherche à nous faire plaisir. Il va chercher à être en relation, à solliciter une relation. Le cheval, même s'il est domestiqué d'une certaine façon, il ne vit pas dans nos maisons. Il ne cherche pas à nous faire plaisir. Fait qu'il faut, à quelque part, le créer puis un peu gagner la relation versus le chien. Puis le cheval, comme je lui disais, c'est une proie. Fait qu'il doit être en alerte. Il doit savoir à qui il a affaire pour se sentir en sécurité, alors que le chien n'a pas ces enjeux-là. Avez-vous vu, au fil du temps, des participants qui vous ont témoigné de leurs bienfaits ou si vous les avez vus évoluer avec le temps? Certainement. Bien oui. Vraiment. Entre le jour 1 puis, je ne sais pas, ça, je sais pas combien de temps que ça dure, quelques mois, le programme actuel, on parle de 6 séances. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai vu des élèves évoluer, comme je parlais tantôt, au niveau de la confiance en soi. La victoire, c'est vraiment, de toutes sortes de façons, vraiment, parce que l'équitation, c'est un sport comme nul autre. Tu n'es pas avec un vélo, tu es vraiment avec quelque chose qui a des émotions. Donc, c'est tout un défi. L'athlète, c'est plus seulement que le cavalier, c'est le cavalier et le cheval. Là, on parle d'équitation montée. Mais
oui, j'en ai. Écoute, c'est mon quotidien, vraiment. C'est ça qui me passionne de ça, c'est que je vois les gens évoluer, puis on va chercher vraiment quelque chose au niveau personnel. C'est fou. C'est vraiment intéressant. Ouais. Vous-même, vous avez vu des changements dans les comportements, des gens qui sont allés chercher du mieux-être avec ça? J'ai beaucoup d'exemples. Ça fait 9 ans que je fais ça, là, mais en fin de semaine passée, justement, j'avais des clientes qui étaient passées chez nous parce qu'il y avait un documentaire qui se faisait. Donc, les femmes étaient venues témoigner parce que chez nous, j'ai d'autres clientèles aussi. Puis, il y a beaucoup de rétablissement au niveau des relations, des femmes ou les militaires, c'était la même chose. Il y avait des bris relationnels avec la famille et ils arrivent à travailler ça avec le cheval. Des enfants qui n'arrivent pas à s'affirmer adéquatement. Fait qu'au lieu de s'affirmer adéquatement, ils vont faire des crises. Puis que là, ils arrivent à dire à leurs parents, ça me convient pas. Fait qu'ils viennent chercher beaucoup de confiance, mais ils viennent chercher des méthodes pour être en relation de façon adéquate, là. Il y a vraiment quelque chose qui est plus rapide, en plus. Vous avez combien de chevaux à la ferme Fantasia? On en a 12. Une douzaine? Oui. 12 m'appartenant, le reste, c'est des pensionnaires. On a une capacité de 30 chevaux à la ferme. Ça exige quoi d'entraîner des chevaux? Entraîner des chevaux, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Quelqu'un me dit souvent, entraîner un cheval, c'est la répétition d'un même geste. Donc, c'est très long, là, juste pour le monter. Là, on parle de casser un cheval, mais là, il y a différentes disciplines en équitation. Donc, ça peut être pour le plaisir, ça peut être pour la compétition. Mais là, c'est ça. Ça peut être... Pour situer les gens, la ferme Fantasia est située à quel endroit précisément? On est sur le chemin des Patriotes, pas très loin du pont de la 35, là. 2 km en s'en allant vers Richelieu. Donc, on est le centre équestre qui est pas mal le plus près de Saint-Jean. Donc, ça nous positionne d'une bonne façon pour les gens de la ville, pour les camps de jour, les cours d'équitation, tous ces programmes-là. Donc, je me trouve très chanceuse d'être à la campagne, mais en ville. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Ce vendredi, 22 mars, chez Artaud, spectacle de Baby Boomer. Donc, allez faire un tour, réservez vos places. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. Et entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.